Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, émission spéciale enregistrée à Alpes Expo à l'occasion du salon Mountain Planet. Alpes Décideurs, vous le savez, c'est le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. Émission spéciale aujourd'hui avec bien sûr à mes côtés Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bienvenue pour cette émission spéciale. Vous nous présenterez dans quelques instants cette fameuse communauté montagne que vient de créer la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Nous reviendrons aussi sur l'évolution du tourisme neige, sur les grands enjeux également que doivent relever les stations de montagne, l'innovation et la diversification en particulier. Ici à Mountain Planet, c'est toute la communauté de la montagne qui est rassemblée pour 3 jours. 900 marques présentes sur près de 5 hectares. Des constructeurs de remontées mécaniques, des spécialistes du damage, de la neige de culture ou encore des innovations en matière d'activité touristique. Tout un secteur pilier de notre économie dans les Alpes. Cette filière montagne, d'ailleurs, on indique qu'elle pèse 120 000 à 200 000 emplois, directs et indirects. Un maillage que la crise récemment a mis en lumière et a permis de mieux identifier, Alain. La fermeture des remontées mécaniques, parce que les stations étaient ouvertes durant l'hiver 2020-2021, c'est bien les remontées mécaniques qui étaient fermées, a montré la dépendance durant l'hiver finalement au ski de piste, au ski alpin, même si d'autres activités ont émergé. Et c'est toute la chaîne d'activités économiques des stations de montagne qui ont souffert, les restaurateurs, les hôteliers, l'hébergement, le pharmacien, la supérette. Donc on voit bien que l'économie de montagne en hiver, c'est encore et toujours le ski autour des remontées mécaniques, même s'il y a eu une diversification, le ski de randonnée, le ski de fond, les raquettes. Mais le cœur reste le ski de piste. Et on voit bien tous les partenaires, tous les éléments qui gravitent dans cette fameuse filière économique. On les voit d'ailleurs ici au salon Mountain Planet. Si l'on parle seulement de l'aménagement de la montagne, eh bien ici on peut donner quelques chiffres. 450 entreprises, dont beaucoup qui agissent à l'export. On connaît évidemment particulièrement secteur d'excellence de la France. Bien sûr, pour la balance commerciale, c'est essentiel. Près de 6 000 emplois uniquement pour l'aménagement de la montagne, près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Cette communauté montagne, c'est précisément aussi une toute nouvelle organisation qu'a voulu mettre en place, sous votre impulsion, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes de très longue date, un acteur historique et important de la montagne, mais peut-être pas tout à fait visible. Je vous donnerai quelques chiffres. 90% des structures de remontée mécanique sont clientes de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Toutes les communes supports de stations sont également clientes de notre caisse. Nous avons également une participation dans 15 remontées mécaniques. Nous sommes actionnaires de 15 remontées mécaniques et une participation durable dans la foncière des Alpes. Bien sûr, un réseau d'agences, mais tout ceci fait un écosystème certes performant, certes efficient, mais qui n'est pas réellement visible. Donc nous avons eu l'idée de créer quelque chose qui n'est ni organisationnel, ni hiérarchique, mais qui est au service des territoires et de nos clients. C'est une organisation transversale finalement à toutes. Transversale, matricielle, qui compte beaucoup sur l'envie, la volonté, l'engagement des femmes et des hommes qui la composent et qui finalement vise à desservir non pas un marché, parce que la montagne n'est pas un marché, ce sont des territoires. Et donc les territoires et les acteurs des territoires, bien sûr les remontées mécaniques, les communes, mais également les entreprises, l'hôtellerie de tourisme, les professionnels, tout cet écosystème qui fait aujourd'hui fonctionner la montagne l'hiver et l'été. Vous évoquez le territoire, c'est évidemment essentiel pour une banque régionale. C'est notre métier. C'est notre métier d'accompagner les territoires. Hier, nous faisions notre conférence de presse sur les résultats, qui sont très bons, mais ce n'est pas ça l'objet.
L'objet, c'est d'avoir les moyens d'être présent sur les territoires et accompagner nos clients quand ça va bien et aussi quand ça va moins bien. Alors, il faut dire que cette filière montagne, elle est aussi très spécifique, hein, avec notamment en matière de suivi bancaire, de suivi financier, avec des cycles d'exploitation qui sont assez singuliers. Qui sont très spécifiques, c'est pour ça que nous avons des spécialistes. Alors, spécifique bien sûr sur les remontées et sur les communes, spécifique dans l'approche d'un budget communal. Une commune de 200 ou 300 habitants en habitant permanent peut accueillir 6, 7, 8, 10 000 vacanciers durant l'hiver. Donc, la compréhension fine du fonctionnement des acteurs publics ou privés est essentielle. Et c'est pour ça que dans cette communauté montagne, nous avons rassemblé 50 experts, chacun grand spécialiste dans leur métier, qui vont adresser leur clientèle, mais qui vont savoir aussi partager entre eux et entre les clients, parce qu'il y a aussi un enchevêtrement des acteurs, une imbrication des décideurs, ce qui fait les grands projets de la montagne, les investissements, le business courant, pour être durablement aux côtés de cette économie. Alors on présentera tout au long de cette émission quelques-uns de ces fameux experts de cette communauté montagne de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Une filière qui est aussi en plein renouveau, il faut bien le reconnaître, avec les grands défis, on en reparlera tout au long de cette émission. Faire partie de cette communauté montagne, c'est aussi, Alain, être à ses côtés pour les grands événements. Oui, alors, c'est pas nouveau non plus, mais ça apporte aussi de la cohérence. Je vais vous citer quelques partenariats que nous avons de longue date. Nous sommes partenaires depuis 1996 de la Fédération française de ski, un des grands partenaires de la Fédération française de ski, et nous avons d'ailleurs renouvelé ce partenariat l'an passé. Nous sommes partenaires d'Union Sport et Cycle, des domaines skiables de France, de Mountain Planet et puis excusez-moi, j'ai un trou, du Cluster Montagne, voilà, tout à fait. Donc on a une action auprès des acteurs qui chacun dans leur domaine font la montagne, portent des projets, se projettent pour construire la montagne d'aujourd'hui et de demain. Et puis la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est quand même l'un des tout premiers partenaires de Courchevel 2023, des championnats du monde de l'an prochain. Effectivement, c'est également ce que nous avons conclu comme partenariat l'an passé. Vous savez que les championnats du monde de ski, c'est une fois tous les 15-20 ans en France. 2009 à Val d'Isère, 1992 à Albertville, 1968 avec les Jeux Olympiques à Grenoble, et 2023 avec effectivement Courchevel-Méribel, dont nous sommes le premier partenaire national. Donc nous en sommes très heureux avec la grande répétition de la finale de Coupe du Monde qui a eu lieu au mois de mars de cette année. Aux côtés de Poma, grande entreprise qui est juste à côté et qui sera aussi un partenaire tous les grands acteurs de ces championnats du monde. 75 nations présentes, ce sera évidemment un événement majeur. Ce sera en février 2023. Plusieurs milliers de sportifs attendus. Merci Alain. Alors cette communauté montagne, on va la découvrir. 50 experts, vous nous le disiez, fédérés au service d'un territoire. On a le plaisir d'accueillir Blandine Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du réseau Bresse de Savoie. C'est la banque de détail finalement de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et vous avez précisément, vous, cette attention particulière sur ces PME, ces artisans, ces commerçants qui font le territoire. Oui, tout à fait. Alain Denisot l'évoquait, on parlait de projets, on parlait de moyens. Et bien, en cela, aujourd'hui, on a un vrai beau moyen. C'est le pôle Conquête Montagne Professionnelle. Le pôle Conquête Montagne Professionnelle, c'est tout d'abord une équipe composée d'un directeur d'agence et composée d'une équipe de chargés d'affaires professionnels, qui œuvrent et qui prospectent sur le territoire, un territoire composé de clients professionnels. Alors, chaque chargé aujourd'hui est basé sur une agence locale, centré sur le territoire pour rayonner dès lors sur les 4 grands secteurs aujourd'hui non exclusifs bien sûr, mais 4 grands secteurs qui offrent un beau potentiel de développement. Voilà, pour ne pas tous les citer, les Trois-Vallées, Paradis Ski, le domaine de Val d'Isère, Tignes, un grand massif, le massif du Mont Blanc également, et puis pour toute la partie Isère, l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes. Et puis l'Alpe du Grand Serre. Donc voilà, bien évidemment, il y a encore d'autres domaines. Et l'objectif, en fait, de ce pôle Conquête, de cette équipe dynamique, c'est d'intensifier sa présence sur le territoire, c'est d'apporter des affaires aujourd'hui auprès des agences, c'est de profiter des synergies avec la communauté, c'est de développer aujourd'hui notre réseau, notre présence sur des salons comme celui-ci.
Donc voilà, et leur mission, c'est de prospecter les professionnels de la montagne. C'est d'être en appui opérationnel sur les clients présents dans notre territoire et c'est de développer les synergies avec tout l'écosystème. Oui, aller à la rencontre de ces entreprises qui font le territoire sur le terrain. Ça veut dire que vous avez réorganisé votre équipe, il y a des recrutements, comment ça s'est passé? Vous avez renforcé l'équipe? L'équipe est constituée, on le parlait, c'est un projet. Donc qui dit projet, dit une équipe nouvellement arrivée, une équipe en place. Et si je peux traduire un premier bilan d'activité sur ces 3 premiers mois où l'équipe est créée, eh bien c'est plus d'une centaine de contacts aujourd'hui avec des professionnels de la montagne qui sont engagés. Bon, on n'a pas cité les associations, mais il y a aussi des grandes associations de proximité qui sont pourvoyeuses d'activité et de dynamisme de ces territoires. C'est avec vous, effectivement, qu'elles sont aussi en lien. Alain, ça nous permet quand même de donner 1 ou 2 chiffres sur cette caisse d'épargne Rhône-Alpes. On évoque les équipes de terrain. C'est quoi, 3000 collaborateurs? Oui, c'est 3000 collaborateurs sur 5 départements, les Deux-Savoie, l'Isère, donc nos 3 départements montagnards. Et puis un département industriel, très industriel, et puis le département du Rhône, où il y a la métropole régionale. C'est une entreprise très dense, puisque nous sommes 3000 sur 5 départements, 8 centres d'affaires, 280 agences, et puis des experts de tous les métiers, puisque nous sommes une bande d'open exercice qui adressons tous les marchés, du particulier modeste à la grande entreprise, bien sûr, en passant par tous les secteurs de la montagne. Alors la montagne et cette communauté montagne, on y revient avec également Laurent Micol, qui est directeur de l'agence Corporate Montagne. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et là, vous, votre cœur de métier plus spécifique, ce sont les domaines skiables, on en parlait tout à l'heure, les hébergeurs, les entreprises de remontée mécanique. Oui, effectivement, c'est notre métier traditionnel. Moi, je suis effectivement le directeur de l'agence montagne depuis 2005 maintenant, donc ça commence à faire long. Et effectivement, notre métier, nous, en tant qu'agence entreprise, c'était vraiment de servir des PME, effectivement, remontée mécanique, on le dit, hébergeurs. Mais aujourd'hui, avec la communauté montagne, c'est passé un cran au-dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais pas dans une station en étant le directeur de l'agence montagne, mais j'y vais en tant que membre de la communauté montagne. Et je vais écouter tous les besoins qui sont et dans une station, vous avez des besoins multiples. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les marchés aujourd'hui sont très interdépendants. Vous avez des exploitants de remontée mécanique qui deviennent actionnaires de sociétés qui gèrent de l'immobilier. Vous avez des immobiliers qui peuvent prendre des parts dans des sociétés de remontée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment aller dans une station, écouter tout ce qui se passe, rencontrer des élus, rencontrer des exploitants et arriver à répondre et à amener les experts de chaque métier. Je prends un exemple, demain après-midi, je monte dans une station avec un expert immobilier parce qu'il s'agit de mettre en place une foncière qui hébergera une résidence de tourisme qui elle-même amènera des forfaits et qui amènera des recettes à la société de remontée mécanique. Donc on retrouve ce marché en fait qui est global. Donc c'est vraiment aujourd'hui, la communauté montagne nous oblige aujourd'hui à sortir de notre pur métier historique. Moi, je vais pas. C'est vrai que pendant longtemps, je montais en station, je ne finançais que des remontées mécaniques. Je ne m'occupais pas de l'hébergement, ce qui est quelque part un petit peu dommage, parce que vous avez beau avoir la plus belle remontée du monde, si vous n'avez pas d'hôtel à côté, ça ne va pas bien marcher, et inversement. Donc, si tous ces investissements importants veulent produire, il faut que tout se mette en place pour que ça fonctionne. Donc, effectivement, moi aujourd'hui, voilà, depuis un peu plus de quelques mois, depuis qu'on est devenu communauté montagne, c'est vraiment aller écouter. Le fait aussi que le territoire est grand, on n'est pas partout, je ne peux pas aller partout, on ne peut pas aller partout. Donc quand quelqu'un va dans une station, il écoute pour tous les autres et il revient avec sa mallette en disant j'ai vu monsieur, voilà. Et d'ailleurs aussi, on va rencontrer certainement des professionnels qui peuvent nous dire, et du coup on adressera aussi des professionnels, des gens qui ont des magasins, des gens qui ont des restaurants. Donc voilà un petit peu notre rôle, c'est vraiment de sortir de notre rôle traditionnel pour devenir un peu des ambassadeurs. On ne sera jamais des spécialistes de tous les métiers, mais on sait ce qu'on fait, on sait ce que font les copains, et du coup on est capable de ramener des affaires. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera évoluer les stations, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout le monde est interdépendant voilà. Ça m'amène une remarque, Alain, mais le banquier n'est plus là finalement que pour fournir des services financiers. C'est un animateur du territoire avec cette communauté. J'ai croisé un client sur le salon avant-hier qui m'a dit « Vous n'êtes pas une banque, vous êtes un partenaire ». Donc je trouve que c'est un bon résumé. Finalement, nous intervenons en conseil, en financement bien sûr, en produits financiers, mais dans une vision d'assemblage, de compréhension, de cohérence.
et d'acteurs économiques de la montagne, parce que c'est notre territoire aussi. Face à des enjeux de transformation qui sont considérables, je voudrais en citer 3. Premier enjeu, bien sûr, on a toute la transition écologique et énergétique. Ça, je crois qu'on enfonce une porte ouverte quand on le dit, mais maintenant, il faut vraiment mettre en œuvre tous les leviers qui permettent de le faire. Deuxième enjeu, c'est la montagne. Sans le ski, c'est pas la montagne, mais en même temps, il y a aussi la montagne l'été, l'évolution du modèle touristique qui permet d'assurer, on va dire, une présence de qualité pour les vacanciers durant toutes les saisons. Si une station est ouverte, si les vacanciers viennent, il faut que la boulangerie soit ouverte, il faut que le pharmacien soit ouvert, il faut qu'il y ait un minimum d'offres de restauration, il faut que l'hôtellerie soit ouverte, il faut qu'il y ait un peu d'accès en altitude. Et puis tout le sujet de l'hébergement, qui est un sujet considérable. D'une part, l'hébergement permanent, avec les évolutions de prix, et puis aussi l'hébergement actif, ce qu'on dit les lits chauds. Bien sûr. Et avec cette opposition un peu permanente, d'une part, entre le vieillissement des actifs qui ont été créés dans les années 70, des immeubles, des appartements, l'aspiration légitime des individus à avoir leur propriété, leur chalet, et en même temps d'accueillir et de remplir et de faire tourner ces actifs immobiliers pour fournir finalement des vacanciers aux remontées mécaniques. Et on revient au début de l'émission en disant c'est bien ces remontées mécaniques qui tirent l'activité durant l'hiver. Des grands enjeux, effectivement, qui sont autant d'objectifs pour lesquels la communauté montagne de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, du coup, est un partenaire essentiel. Merci pour ces premières présentations. On va continuer la découverte de ces grands défis de l'économie de montagne avec Laurent Vanna dans un instant. Oui, avec la récente crise sanitaire, la filière montagne aura vécu des saisons très singulières, pour le dire de façon assez simple, des saisons noires dans certains pays, plus favorables dans d'autres en fonction des protocoles sanitaires. Pour faire le bilan de ce marché tourisme neige et montagne, nous accueillons le spécialiste international Laurent Vanna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, expert de l'économie des stations de ski, conseil en gestion d'entreprise. Ici à Mountain Planet, vous avez dévoilé il y a quelques jours votre rapport international 2022 sur le tourisme neige et montagne. Vous avez ausculté de près les stations dans 68 pays différents ? Effectivement, 68 pays. Alors dans certains pays, c'est un peu anecdotique. On a un tapis roulant qui permet de skier en haut d'une télécabine. Et puis dans d'autres, on a des domaines skiables immenses, comme c'est le cas en France, c'est le cas en Autriche, au Canada ou en Suisse. Oui, il y a près de 6000 stations dans le monde. Toutes ne pèsent pas le même poids. Exactement. Donc sur les, grosso modo, 6000 stations, on en a 52 qui font plus qu'1 million de journées skieurs, c'est-à-dire les visiteurs qui skient chaque année. Ensuite, on en a 22% qui représentent 700 stations qui font à peu près la moitié de la fréquentation mondiale. Et puis après, on a 5000 petites stations qui se répartissent les 28% de fréquentation qui restent. Donc c'est un marché très hétéroclite, si on veut. Bon, et puis pour parler de la France, pour faire un zoom sur la France, l'essentiel des stations sont quand même chez nous dans les Alpes. Absolument. Les plus grosses, mais il faut dire quand même qu'on oublie souvent qu'il y en a aussi dans les autres massifs. Enfin, Isère, Savoie, Haute-Savoie, c'est quoi? C'est 80% du marché? Il ne faut pas oublier les Pyrénées aussi, qui sont quand même un marché qui a un certain poids. Et ce que j'aimerais juste encore souligner par rapport à la taille du marché, c'est qu'en France, on a des stations comme La Plagne qui font 2,5 millions de journées skieurs. Ça représente la fréquentation qu'on réalise dans des pays entiers comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est bien d'avoir ces indicateurs de valeur. Alors j'évoquais la conjoncture, Laurent, une conjoncture évidemment impactée par la crise sanitaire, mais qui a impacté les stations de façon très inégale dans le monde. Absolument. Alors globalement, en 2 ans de crise sanitaire, on a perdu à peu près la moitié de la fréquentation habituelle. Grosso modo, dans le monde, on a 400 millions de journées skieurs qui sont réalisées dans une année à peu près normale. Et la saison 2020-2021, on était à 200 millions. Donc graduellement, entre les 2 saisons, on a perdu la première saison 17-18%, la saison suivante 37%. Et les pays ont été affectés de façon très très différente. Certains pays ont été affectés plus tôt, comme la Chine par exemple, qui a déjà été affectée sur la saison précédente. Et puis en 2020-2021, ils ont
retrouvé une partie de la fréquentation, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une fréquentation réduite de moitié à de nouveau le niveau normal. Donc eux, ils ont eu plus 100%. Et puis on a d'autres pays à l'inverse de l'échelle, comme la France, qui ont fait moins 100% puisque les stations étaient fermées. Et puis on a tout le spectre entre les plus 100% et les moins 100%. Ce qui fait que le podium habituel, podium mondial, est complètement bouleversé. Absolument. On a tout d'un coup trois pays qui se classent d'habitude tout en haut du podium qui ont disparu. Donc le seul grand pays qui est resté, ce sont les États-Unis qui ont fait une très bonne saison. Et puis ensuite, en deuxième position, et ça il faut le relever, c'est assez exceptionnel, c'est la Chine qui est passée devant le Japon, devant la Suisse. Et puis la France, l'Italie n'était pas du tout dans le classement. L'Autriche était très en bas puisqu'ils ont perdu plus de 80% de la fréquentation. Oui, les pays alpins ont vraiment souffert par rapport aux autres destinations européennes et à l'Asie. Voilà. Et les pays alpins pesant plus que 40% de la fréquentation mondiale, ça explique aussi la baisse dans les chiffres globaux. La saison a aussi été plus longue que d'habitude dans plusieurs endroits du monde. Effectivement. Tout d'un coup, à fin mai, début juin, on avait encore des stations ouvertes en Suisse ou en Slovaquie et même en France. Et d'ailleurs, en France, ça a fait le buzz puisque tout d'un coup, depuis la mi-mai, les remontées mécaniques pouvaient de nouveau fonctionner. Il y a quelques stations qui ont ouvert pour le week-end, comme la Clusa, par exemple. Alors, parmi les avantages, si l'on peut dire, de cette pandémie, de cette crise sanitaire, il y a aussi la découverte par un public, une clientèle nouvelle de la montagne et de la neige. Effectivement. Et alors, en France, on a vu, peut-être que ça peut paraître anecdotique, mais sur des fronts de neige avec les remontées mécaniques fermées, des gens qui se faisaient tirer par des chevaux ou des débutants qui apprenaient avec un moniteur de l'ESF à skier. Et ça illustrait que certaines personnes, malgré la fermeture des remontées mécaniques, redécouvraient la neige. Ça, c'est peut-être un peu anecdotique au niveau de la France, mais aux États-Unis, où on a fait des statistiques assez sérieuses et où on interroge chaque année les skieurs pour savoir exactement combien de nouveaux skieurs on a, ils ont identifié qu'il y avait 1 million de skieurs qui étaient soit des skieurs qui avaient abandonné et qui sont revenus, soit des nouveaux skieurs. Donc la tendance, elle est plus qu'anecdotique. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet à des nouvelles clientèles potentielles d'arriver, ces fameux primo-skieurs qui sont essentiels, qu'il faut aller de renouveler convaincre. effectivement les amateurs de ski. Et il est possible, peut-être que j'extrapole, mais que le fait qu'on manie le focus sur la montagne par sa fermeture, parce que c'est quand même été un choc pour les pratiquants, les non-pratiquants, conduisent ceux qui n'avaient pas l'occasion d'y aller et qui avaient finalement envie, se disent faut en profiter. C'est peut-être le moment pour redémarrer dans des conditions sanitaires plutôt bonnes parce qu'il n'y avait pas grand monde et redécouvrir la montagne. Et que ce focus négatif ait créé du positif. En plus du fait que ne pouvant pas aller ailleurs et à l'étranger en particulier, la clientèle domestique a pour certaines découvert les destinations de proximité. Exactement. Et on se rend compte que les pays qui vivent beaucoup de clientèle domestique ont tout d'un coup eu des saisons qui n'étaient pas mauvaises du tout. Un cas typique, c'est la Roumanie, par exemple, qui a eu sa meilleure saison comme jamais en 2020-2021, simplement parce que les Roumains n'ont pas pu aller skier à l'étranger et la clientèle s'est rabattue sur les stations. Mais la Suisse a aussi connu un regain d'intérêt de sa clientèle domestique qui ne pouvait pas non plus aller en Autriche. La Suisse est un exportateur de skieurs vers l'Autriche et vers la France quand c'est ouvert. Et la clientèle domestique était, sur la saison 2021, au plus haut des 5 ou 6 dernières années. Bien sûr, ça n'a pas compensé le manque de clientèle étrangère, mais on a atteint un niveau très élevé de clientèle domestique. Et il faut convaincre ces nouveaux clients de revenir. On va parler des enjeux de la montagne et des stations en particulier. Parmi ces enjeux, il y a le fait d'aller convaincre de nouveaux pratiquants. Et en France, le potentiel est important puisqu'il n'y a que 13% des Français, je crois, qui skient. Effectivement. Et pour moi, c'est un grand défi. C'est pour moi le défi numéro 1 des stations de ski, c'est de gagner ces nouvelles clientèles et ces jeunes générations qui sont urbaines, qui n'ont pas forcément une culture du ski et qui ne vont pas aller se déplacer dans une station de ski pour faire une activité qu'ils ne connaissent pas et qui ne savent pas si elle leur plaira. Et c'est un défi qu'on a
finalement tout autour de la planète. Et quand on regarde comment les Chinois ont répondu à ce défi, eh bien, il y a certains éléments pour s'inspirer. Alors typiquement, les Chinois ont des grandes métropoles qui permettent de rentabiliser des ski-dômes, même dans des endroits où on est loin des montagnes. C'est difficilement soutenable économiquement ici. Par contre, on a aussi toute une série de centres d'apprentissage du ski sur tapis roulant qui se sont développés en Chine dans les grandes villes. Et ça peut être développé dans une salle de sport, dans un fitness. Et c'est quelque chose qui rend très, très accessible. Le ski, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant 1 heure entre midi et 2 heures ou le soir avant de rentrer chez soi. Ça permet une première initiation au ski sous un certain contrôle technique, parce que sur les tapis roulants, on peut apprendre. D'ailleurs, il faut relever que les tapis roulants qui existent en France ou en Suisse sont essentiellement utilisés par des professionnels pour soigner leur technique, mais donc ça a un aspect pédagogique pour l'instant qui est totalement sous-estimé et qui permet, dans des conditions très, très faciles, sans avoir besoin d'habits chauds, sans avoir besoin d'apporter du matériel, de prendre goût au ski, à proximité de chez découvrir l'activité voilà. Juste à côté, parce que vous le dites, le défi pour attirer, et notamment les nouvelles générations, c'est de leur amener le ski. Hein, c'est de rapprocher l'activité ski des zones urbaines. Exactement. Moi, je dis, les gens qui n'ont aucune idée si le ski leur plaira, ils ne vont pas réserver une semaine dans une station de ski en se disant je vais voir au bout de 2 heures si ça me plaît ou pas. Il y a 40 ans en arrière, on était dans une logique comme ça. Et le système fonctionnait comme ça. Les gens venaient une semaine en station. Et la seule chose qu'ils avaient à faire dans une station de ski, c'était apprendre à skier. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'ordinateur. Les stations n'avaient pas d'offres 4 saisons avec des piscines et des choses. Ils étaient condamnés à apprendre à skier. Mais ce modèle ne marche plus aujourd'hui. Ça, c'est important. Hein. En termes de diversification et de positionnement, on se rend bien compte que les stations de ski ont un véritable défi à relever en allant chercher de la clientèle et en n'attendant plus qu'elle vienne à elle. Oui, et probablement en associant les professionnels et les métiers pour construire des offres encore plus attractives de transport, d'hébergement, d'accessibilité même. Je veux dire, si on prend la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des grandes métropoles à proximité des montagnes. Et est-ce que pour autant les habitants y vont? Non, pas forcément. Donc tout le sujet, par exemple, des montées en station par des véhicules, des ascenseurs valéens qui simplifient l'accès, qui désengorgent les stations. Je pense que là, on a des solutions de proximité qui sont en train d'être mises en place, qui apportent un morceau de la réponse, pas toute la réponse, mais un morceau de la réponse. Mais vous avez parfaitement raison. On devrait davantage packager des solutions avec le tout inclus qui rendrait l'expérience beaucoup plus facile. Et typiquement, au lieu de vendre le forfait de ski uniquement, on vend le forfait de ski avec l'équipement, ce qui fait que si on vient en transport public, on n'a pas à trimballer tout un matériel et ça facilite les choses. Donc pour moi, il y a une marge de progression qui est encore énorme. Alors vous évoquez la façon de consommer, entre guillemets, la montagne, hein, conforté par les restrictions liées à la pandémie. Le modèle d'achat en ligne a beaucoup progressé aussi. Hein, je lisais qu'en gros, 4 forfaits sur 10 aujourd'hui se vendaient par Internet. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les achats en ligne des billets d'avion, les gens les font depuis 20 ans et ça ne leur pose pas de problème. Mais réserver un forfait de ski en ligne, c'est un problème pour les clients que jusqu'à maintenant, ils ne voulaient pas se livrer à cet exercice. Et la pandémie a forcé un peu les choses. Et ça, c'est une tendance qu'on voit, il y a un pas qui a été fait, on ne reviendra pas en arrière. Les ventes en ligne ont très fortement augmenté. Et aussi les forfaits saison, multistations. Bon, ça, c'est une tendance lancée par les États-Unis, mais typiquement en Suisse, ça fait 5 ans qu'elle a aussi pris et qu'elle se développe. D'ailleurs, maintenant, dans le Magic Pass, il y a même une station française qui est entrée dans le club. Et pour moi, c'est une tendance qui va se poursuivre. De la même façon aussi, la tarification dynamique, puisque c'est aussi lié à l'achat en avance. Une dernière question, Laurent Vanat. On parle beaucoup des différents grands enjeux, et Alain Denisot le disait tout à l'heure, hein, l'enjeu environnemental, l'enjeu de la diversification. Est-ce que ces questions que se posent les stations en France, et notamment nos stations alpines, on se pose les mêmes questions ailleurs dans le monde? Et je pense à l'enjeu environnemental. Est-ce que c'est une question très franco-française? Est-ce que, on évoquait la Chine tout à l'heure, hein, est-ce que cette question, on se la pose en Chine ou aux États-Unis? On se la pose partout et les stations organisent leur aspect environnemental et c'est aussi un problème
alimenté par les médias à beaucoup d'endroits, qui sont souvent très critiques et qui viennent aussi avec des informations qui ne sont pas toujours justes. Typiquement, on a entendu pendant les Jeux Olympiques de Beijing dire on a utilisé 200 millions de litres d'eau pour enneiger les pistes, ça va complètement bouleverser l'équilibre hydrologique de la région. Mais ce sont des informations, des fake news. Il suffit de penser qu'à Beijing, il y a 20 millions d'habitants, ils vont une fois aux toilettes, on utilise 200 millions de litres d'eau. Donc je ne pense pas que ça c'est quelque chose qui est sujet à changer l'équilibre hydrologique de la région. Par contre, c'est certain qu'on ne va pas non plus dire on ne s'intéresse pas à l'environnement. Les stations, d'ailleurs, au niveau du ski pur et des remontées mécaniques, on est déjà assez bien puisque les remontées mécaniques fonctionnent à l'électricité. Les enneigeurs, là aussi, on a toujours cette idée que ça pollue, mais finalement, c'est qu'un stockage d'eau qui consomme de l'électricité qu'on peut produire d'une façon propre. Le seul problème, c'est encore les dameuses, mais on voit sur ce salon qu'il y a déjà 2 modèles de dameuses 100% électriques, donc c'est un problème qu'on va résoudre au niveau des exploitants de remontée mécanique. Le grand problème, pour moi, c'est le problème numéro 1, c'est le skieur qui vient avec sa voiture dans la station. Et ça, c'est un problème qui n'est pas que franco-français. Même en Suisse, où on a 20 sur 20 des plus grandes stations de ski, on en a 16 qui sont connectées directement au train. Soit le train arrive dans la station, soit on a un ascenseur valéen depuis la gare. Le taux d'utilisation des transports publics est encore beaucoup trop faible. Et c'est une tendance dans les loisirs, malheureusement. Les gens prennent leur voiture. Et là, on doit vraiment arriver à convertir les clients. Oui, c'est une évolution, une révolution culturelle à faire, effectivement. Dernière question, Laurent Vanat. Si on faisait un zoom sur nos stations, Isère, Savoie, vous qui avez une vision globale dans le monde, quels sont leurs grands avantages concurrentiels ? Pour moi, il y a la taille des domaines skiables qui est absolument un avantage clair. L'altitude relativement haute aussi des stations françaises qui fait que ces grandes stations sont à l'abri des problèmes ou de trop grands aléas au niveau de l'enneigement. Elles ont aussi une réputation quand même dans le monde. Donc les stations françaises ont certains atouts et je pense qu'en termes de domaine skiable, de qualité des pistes et tout ça, il y a une réputation qui est incontestable plus loin à la ronde. Bon, et alors vous voyez la question arriver, l'effort à faire, il viendrait dans quel domaine ? L'effort est davantage au niveau de l'hébergement. Et le grand problème des stations françaises, c'est qu'on peut finalement encore s'y loger à bon prix en étant nombreux, mais si on n'a pas trop d'exigences. Les gens deviennent de plus en plus exigeants et n'acceptent plus forcément de se loger dans des appartements comme on se logeait dans les années 70. Et là, la France a un terrible concurrent, c'est l'Autriche, où finalement tout l'hébergement, ou le gros de l'hébergement se fait en hôtel de standing 4 étoiles. Et c'est des 4 étoiles, ou même un hôtel de 20 chambres a un fitness et un sauna. L'enjeu de l'hébergement, vous en parliez Alain. Les référentiels ont complètement changé en 30 ans, de fait. Par ailleurs, ces logements, ces lieux de résidence ont vieilli. Et plus ils vieillissent, moins ils sont occupés. Moins ils sont occupés, moins le propriétaire a envie d'investir. Donc on est sur un sujet qui est complexe. Et moi, je pense que sur ce sujet qui est stratégique pour la montagne, il faudrait qu'on ait une politique publique extrêmement volontariste. Merci beaucoup, merci Laurent Vanat d'avoir été avec nous pour toutes ces indications. Blandine Masson, merci beaucoup Laurent Micol et également merci d'avoir été sur notre plateau. Autre défi dont on parle beaucoup ici à Mountain Planet, le développement du modèle écologiquement plus vertueux. On l'évoquait à l'instant, c'est une préoccupation un peu partout, nous disiez-vous. Merci en tout cas pour ces indications, pour ce passionnant rapport sur la santé, tourisme, neige et montagne. On continue de parler innovation tout de suite et précisément adaptation de nos stations. Des innovations, il y en a de nombreuses ici au Salon Mountain Planet, notamment sur le village des startups qui est juste derrière nous, notamment aussi en matière de sécurité. Et on va parler précisément de sécurité avec Pascal Roux de la startup Apic. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, de vous installer. Nous a également rejoint Caroline Henriot-Sauveur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice de l'agence innovation à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.
Présentation de cette start-up APIC, une start-up savoyarde de Savoie Technolac, créée il y a quoi, 2-3 ans? Tout à fait, on est sur la zone de Savoie Technolac, on est opérationnel depuis août 2019 exactement, oui tout à fait. Une start-up spécialisée dans la géosécurisation, la géolocalisation. Voilà, notre projet est de proposer une rupture dans les usages qu'on connaît aujourd'hui en général dans la pratique des sports outdoor ou les pratiques professionnelles des acteurs de la montagne dans leur exercice quotidien de maintenance et de travail des domaines skiables ou de l'encadrement en responsabilité d'enfants et de clients. Donc je pense en particulier aux moniteurs et aux guides. Donc l'idée c'est de venir avec une technologie originale de communication qui va permettre de connecter des objets à très grande distance et d'échanger des datas. Donc c'est là qu'on se retrouve dans un univers tout à fait nouveau du digital qui va nous permettre de faire du code, des applicatifs avec des solutions plutôt orientées services que objets et du coup de pouvoir enrichir des services de visualisation distante, de partage de position, d'alerte, de connectivité. Excusez-moi. La fin du fin est d'assurer que toute personne pourra être secourue de façon certaine et très rapide par les services de secours. Ça permet d'échanger des informations sur une position très précise avec des personnes qu'on a identifiées, une communauté qu'on a identifiée. Voilà, on partage des positions volontairement, donc on a des identités numériques dans les dispositifs qui sont partagées avec d'autres objets qui se promènent en communauté dans le territoire ou au travers de réseaux divers et variés pour partager donc dans un cadre professionnel avec le responsable ou dans un cadre personnel avec des proches, la famille, etc. Ce qui fait qu'on va avoir sans arrêt une communauté vigilante autour de nous. Alors c'est un petit boîtier, on va le présenter physiquement, ça fait quoi, 90 grammes, c'est ça à peu près? 88 grammes, tout à fait. 88 grammes, 88 grammes, oui. J'étais pas très loin, avec une autonomie importante qu'on embarque, qu'on programme et qui permet d'avoir une localisation à quelle précision? Alors la localisation, elle est de deux natures. La première sera sur la base d'un GPS qui est embarqué. On a des capteurs avec accéléromètre, baromètre à l'intérieur. On a vraiment un boîtier électronique assez riche. Première information GPS. Deuxième information, c'est quand on va connecter les objets pour les retrouver. Là, on va être sur une méthode de communication qui vont nous donner des positions respectives entre objets avec des distances relatives par un peu effet radar. Donc on envoie de la communication, on l'écoute en retour et en fonction du temps de propagation, on connaît la distance et par des algorithmes, on connaît l'orientation. Donc là, on est très précis, on va arriver avec des dispositifs à être sur l'objet, vraiment. Donc à 10 km de distance, on arrive à connecter l'information générale de GPS. On va très vite et on affine en allant directement sur l'objet. Et même si l'objet est enfoui? Tout à fait, c'est des technologies, alors je ne l'ai pas cité, on rentre un peu dans le technique, ça s'appelle LoRa, c'est écrit LoRa, Long Range, on est dans la 0G, donc on transporte, c'est des technos qui sont là pour transporter que de la data, on ne transportera pas de fichiers un petit peu lourds, fichiers vidéo, audio, de cette nature. Et du coup, on va utiliser ces technos pour transférer les données des boîtiers et propager à très grande distance avec un faible coût énergétique les informations de localisation et les informations de distance dont j'ai parlé. Donc on connaît les vitesses de propagation et on peut avoir des algorithmes assez puissants derrière. Qui est ou non du réseau, parce qu'on peut faire l'analogie par rapport au smartphone habituel, qui est ou non du réseau, finalement, ce système fonctionne? Le système va fonctionner du coup hors GSM, etc. puisque les objets forment eux-mêmes un réseau. Les balises se connectent entre elles. Voilà, elles ne sont absolument pas dépendantes d'un réseau téléphone. On va utiliser le réseau téléphone ou le réseau LoRa avec des antennes pour rapatrier l'information à distance, pour faire du live, pour rapatrier ça sur Internet, pour pouvoir consulter sur smartphone et ordinateur. Mais le dispositif est complètement autonome, sans réseau particulier. Évidemment, l'application qu'on a tous en tête, c'est l'application de secours en montagne ou de localisation d'une personne qui serait perdue, parce que cette application, elle a été notamment mise en place avec les secouristes en montagne, c'est ça? Oui, dès l'origine du projet, on a travaillé avec les services du PGHM, en particulier au Versou, qui a une cellule innovante de suivi vraiment des produits. Donc on a co-développé ça avec eux, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une caution complète de leur part. On a équipé toutes les bases du PGHM et des CRS Alpes entre les départements de Nice à Genève. Donc toutes les Alpes françaises aujourd'hui sont couvertes par les services de secours de nos dispositifs.
Alors, application évidemment pour le secours, on vient d'en parler, mais les autres applications sont possibles, hein. Vous évoquiez les pisteurs secouristes, vous évoquiez les moniteurs de ski, parce qu'on peut échanger des données importantes avec ce système. Voilà, vraiment l'idée, c'est trouver un prétexte sans faire plus d'efforts que ça pour dire que facilement on va aller vers la smart mountain. Donc on amène des prétextes à échanger de la data, à comprendre les usages, à comprendre vraiment les opérations nouvelles sensibles qu'on va pouvoir faire à base de ces intelligences. Et derrière, par extension, on va travailler avec les forestiers qui sont, pareil, des travailleurs isolés en montagne qui ont un risque de par leur métier. On va aller vers le pastoralisme. On va aller vers l'aménagement du territoire avec nos réseaux pour pouvoir écouter tout un tas de capteurs, donc dans cette 0G, hein, où on va attraper de la data pour de la météo, pour de la consommation énergétique, pour de l'hydrographie. On va venir vers cette intelligence, entre guillemets, du digital sur les territoires. Les applications sont innombrables, alors elles sont parfois assez étonnantes, hein. Vous évoquez le pastoralisme, je crois que notamment pour informer des randonneurs des présences de patous par exemple, ou pour suivre l'évolution et la présence de loups. Enfin... Voilà, l'idée c'est d'arriver à comprendre comment l'usager va pouvoir fréquenter la montagne sur cet exemple en particulier. Donc on pourra équiper les chiens, les patous, donc ils sont des chiens impressionnants, hein. Quand ils gardent le troupeau, ils le gardent. Et c'est vrai que le randonneur souvent est confronté à cette difficulté, donc on pourra très bien proposer des applications sur les territoires pour savoir où sont les troupeaux, où sont les patous, pour que le randonneur puisse écarter ça. Donc le berger et son patou sont tranquilles, sont sereins, les randonneurs également. Petite application originale qu'on a fait récemment sur le col du Lotaré, sur la plateforme scientifique du col. Pour l'observation des marmottes, on a proposé des systèmes qui faisaient que la marmotte qui a été attirée dans une cage, dans un piège, on captait l'information de la présence de la marmotte de façon à ce que les scientifiques puissent rapidement aller sur place pour que la marmotte n'ait pas de stress, n'ait pas un coup de chaud, etc. Donc il ne fallait pas qu'elle soit restée prisonnière trop longtemps. Voilà, donc des applications pour les scientifiques, pour l'observation de la marmotte, en particulier au col du Lotaré. Ouais, tout ça partant de la géolocalisation, c'est quand même une belle innovation. 2 ans, hein, 2 ans de R&D, 2 millions d'euros d'investissement pour la recherche. Hein. Voilà, on est en phase le mot était, j'allais dire phase terminale, c'est pas très esthétique, mais voilà, on termine le cycle en tout cas d'innovation. Bientôt la commercialisation. On est en plein démarrage de commercialisation après 2 ans et demi effectivement de mise au point de notre système. Ouais. Ouais, c'est effectivement très exigeant en recherche, en développement, et c'est là que l'agence innovation intervient. Caroline, hein, comment est-ce que cette activité innovation se met en place concrètement en lien avec les territoires? Oui, tout à fait. En fait, quand j'écoutais ce que vous disiez à l'instant, Monsieur Roux, on est typiquement dans la montagne, dans ce monde où on a à la fois des innovations purement technologiques, de rupture, avec des solutions qui viennent résoudre certains problèmes, je dirais, courants, mais pour autant technologiques. Ça peut être en effet de la géolocalisation, ça peut être du textile intelligent, ça peut être des choses très très variées. On a aussi des innovations dans le domaine, notamment, je dirais, du digital, de la digitalisation de tous les parcours, même des réservations. On a aussi les fintech qui viennent aussi gérer la façon de payer les prestations, de les réserver aussi, ou de sécuriser les différents opérateurs. Et on a aussi toute la dimension dans les usages. L'innovation, elle n'est pas que technologique ou, on va dire, digitale, elle est aussi dans la façon de vivre autrement dans la montagne, de dormir, de manger, de consommer ou de revenir autrement. Donc nous, en tant que caisse d'épargne, on a vocation à être présents sur tous ces segments-là, hein, qui intéressent forcément tous les opérateurs de la communauté montagne, puisque nous avons des clients dans l'hôtellerie, des clients au niveau des remontées mécaniques, on a des clients dans tous les domaines. Et donc le rôle, quelque part, de l'innovation et de ces équipes en lien au sein de la communauté montagne, c'est de connecter ces entreprises. Je vais vous donner quelques exemples un petit peu caractéristiques de ce qu'on a pu faire. J'ai une entreprise en portefeuille qui fabrique de la neige à température positive et qui, dans ses premières phases d'accès au marché, s'est dit « je vais m'adresser au marché de la montagne ». Intuitivement, c'est assez logique.
Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous ne sommes pas non plus, nous tous, des experts de la technologie LoRa, comme on vient de le voir, ou d'autres. On est dans cette logique où on l'a connecté à des opérateurs de la montagne pour qu'ils lui fassent des retours à la fois techniques, quelle barrière il fallait faire tomber pour que le produit puisse rentrer sur le marché, des retours d'usage. Ah oui, mais si on implémente cette technologie ou cette solution, voilà ce que ça modifie, voilà en quoi ça impacte mon coût. Après, la partie investissement aussi, qui est importante, notamment quand on s'adresse à des sociétés d'économie mixte que nous accompagnons aussi en Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui renouvellent, qui travaillent en tout cas à la cohésion de ce territoire. Donc c'est tout le rôle de l'innovation au sein de la communauté montagne au quotidien. Oui, ça illustre bien ce rôle d'animateur et de metteur en relation hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Un acteur partenaire qui travaille avec toutes les parties prenantes, qui les met en lien, qui soutient leurs projets, c'est notre métier, quoi, tout simplement. Moi, je voudrais revenir sur les sujets de digitalisation et de data en montagne. Aujourd'hui, dans notre montagne, au moins dans les Alpes, hein, les acteurs sont multiples, travaillent ensemble, mais travaillent pas toujours en même temps dans les mêmes cycles. Et je pense que l'échange de données et l'apparition d'outils qui permettent de travailler ensemble sans être forcément tout à fait ensemble à distance peut être un levier pour accélérer cet alignement. Dire que une agence immobilière et un moniteur de ski n'ont pas beaucoup de relations intrinsèques. En revanche, par des plateformes, par de l'échange de données, par des offres promotionnelles ou non, ça peut permettre de rassembler et d'aligner les intérêts finalement des uns et des autres de façon souple, puisque à distance, technologiquement de plus en plus abordable, de fait, et ainsi créer une communauté de la montagne, un peu plus. En fait, la donnée, c'est comme la neige, hein. Quelque part, c'est la matière première qui va nous permettre de développer notre territoire sur ces axes-là. Mais qui peut être, les données peuvent être partagées davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est oui, c'est là où est la richesse. Et créer ces liens. Et c'est là où la communauté a évidemment entre tout les son métiers. Tout à fait. Et de fait, nous avons certainement un jour un rôle à jouer. À pic, là, les prochaines échéances, le business plan, c'est pour combien de balises produites Écoutez, aujourd'hui, on a produit 3000 balises destinées au grand public. Donc, on est présent aujourd'hui dans les magasins du Vieux Campeur, en première enseigne. On travaille pour avoir des nouvelles qui s'intéressent à nous. On a un site de vente en ligne, bien évidemment, keep.fr. On est sur le salon Mountain Planet pour nous adresser donc à la filière professionnelle avec les stations, les moniteurs et les guides. On a un contrat de développement innovant avec le syndicat national des écoles de ski français, donc depuis 2 ans, sur lequel on fait vraiment un produit spécifique pour encadrer les élèves sur les domaines skiables et les enfants qui peuvent avoir leur propre suggestion de quitter le groupe parce qu'ils tombent au téléski, ils se trompent de piste. Donc, et puis des échanges de données là aussi importants. Un échange de données, puisque là, pour le coup, on est maillé avec leur propre système de réservation, ce qui fait que le central sait quel enfant est avec quel moniteur, s'il a transféré, s'il est absent ou présent. Voilà, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les écoles. Et on est sur le marché des événements sportifs également cette année, pour tous les trailers et en vélo, en parapente. On va remontrer cette balise, on n'a pas dit son nom, hein, c'est KIP, KIP, c'est ça KIP, voilà, on la voit bien. K-IP. Voilà, on voit très bien cette balise, cette nouvelle application développée par la start-up APIC à Savoie Technolac, une start-up de 13 personnes déjà, en 2-3 ans, c'est bien. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Caroline, merci d'avoir été avec nous Pascal. Merci à tous les deux. On continue bien sûr notre visite du salon Mountain Planet, de cette fameuse communauté montagne de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On va évoquer un autre défi tout de suite, celui de la diversification. Le ski, activité essentielle en montagne, mais qui n'est plus suffisante pour attirer les touristes. Les stations doivent réinventer un modèle et élargir la palette de leurs activités pour s'adapter à de nouvelles attentes et aussi pour être moins dépendantes de la saisonnalité de l'activité. C'est cette fameuse diversification qui est devenue un impératif et qui nous permet de voir apparaître dans nos stations et en montagne de nouvelles activités. Celles qui ont le vent en poupe, évidemment, ce sont les tyroliennes. On a tous vu des tyroliennes se développer un peu partout. Je suis heureux d'accueillir Christopher Hardy. Bonjour. Alors, il y a un petit loupé dans le casting. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Fred Géromin. Fred Géromin.
Bon, Et alors, vous êtes, directeur de l'Office du tourisme de Champs-Rousse? Pas du tout. non, non Bon. plus. Mais ça va Donc, bien se vous passer. êtes responsable des... Moi, je suis le directeur général de la régie des remontées mécaniques de Champs-Rousse. Et Voilà. Bienvenue Frédéric, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et je ne me trompe pas puisque je reconnais Françoise Mabou. Bonjour. Bonjour. Merci, directrice territoriale de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On va évoquer cette fameuse diversification qui est nécessaire. À Champs-Rousse, comment est-ce que vous abordez cette question-là? D'abord, il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique et également de gommer un peu la saisonnalité de l'activité. Oui, tout à fait. Donc, on s'inscrit aujourd'hui dans un projet de diversification lié à la transition climatique qui est devant nous. On peut pas le nier. Et surtout par rapport à l'évolution et à l'attente de nos clients sur le ski, principalement, parce que c'est fini la période où on skiait 7 ou 8 heures par jour. Aujourd'hui, le temps de ski, il est plutôt entre 2, 3 et 4 heures maximum. Et notre clientèle a besoin aussi de diversification, de pouvoir bénéficier et qu'on soit plus attractif sur des équipements. Alors par exemple, qu'est-ce qu'elle veut faire le reste du temps, cette clientèle, vous le savez? Alors le reste du temps, bien sûr, aujourd'hui, c'est profiter pleinement des infrastructures de la station, mais aussi de toutes les animations qui sont proposées bien souvent par le biais des offices du tourisme. Et aujourd'hui, on doit aller au-delà par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans de la diversification. Alors concrètement, par exemple, les investissements, alors sur l'activité été, par exemple, qui approche. Oui, bien sûr. Donc voilà, on a signé, Champs-Rousse a signé hier donc, un engagement avec le groupe MND sur l'investissement d'une tyrolienne, XXL. Voilà, qui partira de la Croix de Champs-Rousse, de 2250 mètres jusqu'à Rocoing, 1650. Ce sera la plus grande tyrolienne de France, avec un dénivelé de 600 mètres et puis des survols de plus de 55 mètres de haut, avec une vue magnifique sur la métropole et sur l'aire urbaine de Grenoble. Allez pas trop vite. La plus grande de France, c'est ça? Oui, c'est ça. De France? De France. Près de 2 km de long. Hein. Oui, tout à fait. Un peu plus de 1900 mètres de câble. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette démarche. Ce sera aussi une facilité de communication. Donc, on s'envolera de la Croix de Champs-Rousse, descente à 90 km/h, en plongeant sur Grenoble, finalement. C'est exactement ça, avec cette vue imprenable de l'aire urbaine, comme je disais tout à l'heure, et de la métropole de Grenoble. Bon, et puis la grande nouveauté, c'est que pour la première fois, cette tyrolienne à Champs-Rousse, elle franchira des pylônes. Oui. Ce qui techniquement ne s'est jamais fait. Alors il y a déjà des tyroliennes qui ont des pylônes intermédiaires. Donc sur celle de Champs-Rousse, sur le profil, on aura 2 pylônes d'environ une trentaine de mètres de haut, qui permettront, je dirais, de passer plus facilement aussi le dénivelé et les obstacles du terrain. Mais aussi d'avoir de nouvelles sensations en cours de parcours, parce que du coup, ça fait de nouveau des jets à récupérer en cours de parcours. C'est ça, exactement. Donc avec des pointes jusqu'à 80 km/h et des passages de pylônes à peu près à 40 km/h. Et des passerelles qui seront assez vertigineuses, assez hautes. Hein, Alors aussi dans le cadre au niveau des passerelles, on est sur une autre diversification. Cet été, on construit aussi une passerelle himalayenne dans le cadre de l'aménagement du site sommital de la Croix. Une passerelle himalayenne de plus de 120 mètres de long qui va venir surplomber et rejoindre deux secteurs en dessus du couloir de Casse-Rousse. La piste mythique de l'Olympicum. C'était des investissements qui sont essentiels pour se diversifier, qui sont aussi très coûteux. On a quelques idées de prix, par exemple, la tyrolienne. Oui, c'est environ 1 700 000 €. Voilà. Et puis on est aussi tout de suite là, et si on a les autorisations, on est pour cet été, avec une ouverture pour la saison 2022-2023, toujours dans le cadre de la diversification, une luge 4 saisons sur rail. Alors on voit bien quand même, hein, vous évoquiez les structures que les touristes veulent utiliser. On est quand même dans la volonté d'offrir des expériences, hein, et notamment là l'expérience sensation forte, vertige. Tout à fait. Aujourd'hui, notre clientèle ont besoin aussi d'expérience, ont besoin que l'on raconte une histoire et puis surtout qu'ils repartent avec des souvenirs. Voilà.
Bon, en tout cas, diversification importante. On évoquait un autre défi tout à l'heure, le défi environnemental, le fait d'avoir notamment des mobilités plus vertueuses. Je sais que Jean Rousse travaille dessus, sur cette question depuis déjà quelques années. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, sur la mobilité, qui reste aujourd'hui le transport, un des principaux indicateurs au niveau des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, au sein de la collectivité, au sein de la commune de Champs-Rousse, on travaille sur un ascenseur transversal qui permettra de pouvoir relier les différents pôles par câble et non plus avec des navettes fonctionnant aujourd'hui au gasoil. Bon, puis puisque vous parlez de ça, on se prend à rêver d'un ascenseur valéen qui partirait du Riage et qui rejoindrait Champs-Rousse. Mais allez, on ne va pas ouvrir le dossier, même si on en rêve. De mer, mais on en rêve tous. Voilà. On en rêve tous. L'enjeu de la diversification, Françoise Mabou, c'est effectivement des défis pour lesquels la communauté montagne de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est là précisément une organisation idéale pour s'investir sur ces sujets de la diversification, des défis. Oui, oui. Comme d'autres l'ont dit avant moi, le tout ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Donc je crois qu'on a tout résumé. Le ski reste la locomotive, mais pour autant il faut préparer l'après. C'est important, on est dans un monde en complète transition. Et on le voit à l'image de Champs-Rousse, de nombreuses autres stations sont parties sur ces investissements qui ont vocation à étendre la saisonnalité. Donc c'est effectivement la tyrolienne il y a de nombreux projets qui vont sortir, qui sont déjà sortis. Et puis la luge 4S qui est un vrai succès. 4S, pourquoi 4 saisons en fait, hein, elle porte bien son nom. Elle est vraiment le point essentiel parce qu'à Noël, quand vous manquez de neige, eh ben, elle fonctionne. Et voilà, vous avez déjà une activité à proposer à votre clientèle. Et puis surtout, elle permet une ouverture aux vacances de la Toussaint, elle permet des ouvertures dès les week-ends du mois de juin. Voilà. Donc on redynamise, on redonne de l'activité à la montagne, pas seulement que l'hiver, parce que l'hiver, février, on n'a pas de problème, hein, tout est plein, tout est rempli. Mais après, il faut occuper les ailes de saison et puis surtout faire qu'on ait une vraie saison d'été. Qui viennent en relais et qui soient le point de développement durable pour l'avenir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il faut aussi trouver des solutions alternatives. Voilà. La montagne et la destination montagne en été, c'est aussi essentiel. Voilà pour le défi diversification. Et puis il y a le défi environnemental et on évoquait notamment les déplacements et ces fameux ascenseurs valéens, hein, ces remontées qui permettent de relier la vallée directement aux stations et qui sont là aussi des gros enjeux économiques à venir. Tout à fait. On avait une conférence là-dessus très, très importante hier avec l'association du chaînon manquant pour reprendre la définition d'un ascenseur valéen, puisqu'il ne faut pas non plus tout confondre. Il y a surtout des installations qui ont vocation à monter des skieurs plus rapidement en station. C'est peut-être pas forcément des ascenseurs valéens dans le sens vraiment puriste du terme. L'ascenseur valéen, c'est vraiment l'installation qui a vocation à remplacer la route. Voilà, elle doit avoir le même usage qu'une route. C'est surtout ça, la dénomination d'un ascenseur valéen. Et surtout, elle doit permettre d'aller plus vite que si on prenait sa voiture. Sinon, il ne marchera pas. Donc, c'est dans ce cadre-là que les ascenseurs valéens, ils ont tout leur rôle à jouer. Et effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, et notamment sur Champs-Rousse, ça pourrait être aussi un très beau projet. L'exemple qu'on a ici en Isère, c'est l'Odol. Exactement, on l'a financé, donc on en est assez fiers. C'est une de nos dernières réalisations, mais on en a financé aussi d'autres qui étaient plus anciennes. On a financé dernièrement la rénovation du funiculaire à Bourg-Saint-Maurice. On l'oublie, mais ça fait partie des premiers ascenseurs valéens. Et la collectivité aujourd'hui fait tout pour lui donner un multi-usage qui soit beaucoup plus tourné vers la population permanente, vers les saisonniers, et qu'elle ait cette multi-activité, cette remontée, parce qu'elle ne doit pas servir qu'à des skieurs. Les vrais ascenseurs valéens, ils ont cette vocation. Servir à la population permanente, servir les commerçants en station, pourquoi pas pour de la petite livraison. On l'a vu hier lors de notre conférence, on peut même transporter des engins. On les cale sous l'installation et ils montent comme ça en station. Enfin voilà, plein de choses sont possibles, tout reste à inventer. Et on avait l'exemple suisse hier qui est un bel exemple où eux, ils ont vraiment
tout miser sur ces ascenseurs valéens. Bon, des grands défis, des grands enjeux, la communauté montagne arrive à point nommé parce que évidemment il y a le partenariat, mais il y a aussi la nécessité d'aider à financer tous ces équipements. Oui, je trouvais qu'il y a des gros programmes d'investissement, mais l'investissement c'est pour l'avenir. Notre métier c'est d'aider ces investissements et nous avons la chance, Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, d'avoir ces fondamentaux extrêmement solides pour le faire. Et c'est l'atout d'une banque régionale, de bien comprendre les sujets de nos clients et des territoires. C'est vraiment très différenciant et c'est pour ça que nous croyons beaucoup à notre modèle. Et nous serons en mesure aussi, je pense, de comprendre la gestion de la complexité. Moi, je crois que la gestion de la complexité qui est en montagne aujourd'hui, c'est de moins en moins le ou et de plus en plus le et. C'est-à-dire qu'il faut associer des solutions. L'ascenseur valéen, c'est l'association et pour les touristes, et pour les habitants permanents, et pour les commerçants. Vous le disiez, pour les personnes physiques et peut-être pour du matériel ou de l'approvisionnement. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à rendre les choses de plus en plus additionnelles, inclusives et à multi-usage. Et multiplier les solutions pour trouver les réponses. Je crois qu'on est passé du temps du ou on ne fait pas, au temps du et, on fait ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse autre chose, qu'on complémente et qu'on ait des solutions plus larges finalement. Belle conclusion pour nous expliquer aussi cette communauté montagne. Voilà, et le communauté montagne, c'est le et des compétences, des savoir-faire, des engagements et de la mobilisation de nos équipes. Merci beaucoup Françoise Mabou d'avoir été avec nous, Frédéric Jérôme. Merci d'avoir été avec nous. C'est pour quand du coup cet été? Alors on a début des travaux à partir de 15 juillet pour une ouverture pour la saison 2022-2023. Saison d'hiver, voilà. Cette plus grande tyrolienne de France. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à Alain Denisot. Merci à tous d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis pour cette émission spéciale sur le salon Mountain Planet ici depuis Alpexpo. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission Alpes Décideurs sur télégrenoble.net. Merci de votre fidélité et à très vite. Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.